Ça y est, ils sont de retour. Et je parle pas de nos amis belges et de leur génération 2018 qui devaient tout casser. Non, non, je parle bien des champions d'Europe, des Lamine Yamal Boys, de la bande à Luis de la Fuente et du collectif le plus abouti d'Europe, peut-être du monde, et qui nous a peut-être remis l'église au centre du village aujourd'hui. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver, toujours à bas volume. On est la nuit, il y a des invités à la maison, ça va encore durer quelques jours et bientôt on pourra reprendre le volume et la parole, la prise de parole, le volume de parole nécessaire et habituel. Mais on se retrouve toujours sur ce petit débrief ASMR juste après le match de la Belgique face à l'Iran et 3-4 heures après le Espagne-Arabie Saoudite. Deux matchs qui nous ont livré plein d'enseignements positifs ou négatifs pour toutes les équipes. On va parler de ces quatre équipes, revenir aussi un petit peu sur les matchs de la nuit dernière qu'on n'a pas pu évoquer, mais surtout se focus sur ces deux équipes, l'Espagne, la Belgique, avec des clés du match, avec plein de petites images et de petites annotations tactiques que je vous ai préparées, parler des individualités, des choix, et tirer les enseignements de ce qu'on pourrait voir sur la suite de la compétition et des conséquences de ces deux matchs. Faisons ça dans l'ordre chronologique. Commençons par cette Espagne-Arabie Saoudite, où l'Espagne a rappelé qui était l'Espagne, ce qu'elle était capable de faire, notamment avec ce petit bonhomme qui change quand même beaucoup de choses. On parle du collectif le plus abouti du monde, l'équipe qui joue comme un club, la sélection la plus collectivement impressionnante. Même le meilleur collectif du monde est dépendant du meilleur joueur du monde. Et Lamine Yamal a prouvé que c'était encore un joueur extrêmement, extrêmement différent. D'ailleurs, il fallait se mettre dans les conditions. Donc voilà ce qu'on a fait pour parler du match de Lamine Yamal. Fallait sortir le flocage, le montrer pendant toute la vidéo. Parce que ce que nous a proposé encore aujourd'hui, ce petit bonhomme de même pas 19 ans, c'est phénoménal. C'est sûrement du jamais vu. Et non, c'est exceptionnel ce qu'est capable de faire l'équipe de Lamine Yamal avec Lamine Yamal. C'est ma clé de ce match, de cette Espagne-Arabie Saoudite. Lamine Yamal est un game changer absolu. Lamine Yamal change tout pour son équipe et aussi dans le conditionnement que ça apporte à l'adversaire. Et ce qu'il fait dès le coup d'envoi face à l'Arabie Saoudite, c'est phénoménal. 30e seconde de jeu, il est touché côté droit. Il va commencer à faire ses petites folies. Ici, il est en 1 contre 1, mais on voit déjà qu'il y a la couverture qui se prépare derrière. Il emmène 3 joueurs avec lui, feinte de centre, feinte de frappe, il élimine. Ici, coup de physique, coup d'épaule pour faire tomber son vis-à-vis. Si Lamine Yamal commence à faire tomber ses vis-à-vis à l'épaule, ça va commencer à devenir le joueur ultime, le joueur inarrêtable, ce qui va lui permettre de se créer une situation de centre très dangereuse qui va finir vers le point de pénalty. Et là, je me dis, waouh, il y a l'Espagne avec Lamine Yamal et il y a l'Espagne sans Lamine Yamal. Et ce qu'il fait dans les premières minutes, c'est exceptionnel. Ici, la situation de centre très 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 dangereuse qui ne pourra pas être prise. Ici, 3 minutes 40, frappe lointaine qui ne va pas être cadrée de peu. Et là, je suis devant la télé et je me dis, ce qu'a fait, et je le tweet d'ailleurs, ce que fait Lamine Yamal en 3 minutes, il n'y a aucun Espagnol, je prends tous les Espagnols face au Cap-Vert, qui l'a fait pendant 90 minutes. Ce que fait Lamine Yamal en termes de personnalité, de prise d'initiative, c'est unique dans cette équipe et ça change absolument tout. Et le pire, c'est qu'il va continuer encore et encore. Ici, il est touché côté droit. Il y a 3 joueurs qui sont vigilants vis-à-vis de lui. Il attire l'attention, il attire l'adversaire et il va libérer des espaces pour ses coéquipiers. C'est ce qu'il a fait pendant tout le match. Ici, il y a 3 joueurs qui sont focalisés sur Lamine Yamal. Espace libéré pour Pedro Porro en retrait, qui sera touché. Frappe lointaine, mais bonne position de frappe quand tu connais la qualité de frappe lointaine de Pedro Porro. Et Lamine Yamal conditionne tout sur ses 10 premières minutes. C'est lui qui fait tout sur les 10 premières minutes. Et ça sera confirmé par l'ouverture du score. Ici, l'Espagne a une récupération médiane, va vite remonter le ballon. Baena va lancer Mikel Oyarzabal sur le côté gauche. L'alignement de la défense saoudienne est catastrophique. Oyarzabal va se projeter, va temporiser, va centrer au second poteau. Lamine Yamal va fermer très tranquillement. 10 minutes de jeu, ça fait déjà 1-0 pour l'Espagne. Et il n'y a absolument rien à redire. Et c'est bien logique que ce soit en plus Lamine Yamal qui soit récompensé, qui te pond un début de match. C'est sa première titularisation en Coupe du Monde, malgré le fait que ce soit un joueur ultra référencé. Et il te pond 10 premières minutes de titulaire en Coupe du Monde. Moi, je sais pas si on a déjà fait ça. En vrai, c'est exceptionnel ce que propose Lamine Yamal pour sa première titularisation. 2 minutes après, il a encore la récupération ici. Nouvelle situation dangereuse. Très bonne passe. Bonne sortie aussi d'Alois dans ses buts.
Et ce qu'il faut dire, c'est aussi que Lamine Yamal, ok, c'est son équipe, c'est lui le boss, c'est lui le roi de cette Espagne, mais il a aussi de très très bons accompagnateurs. Et ce Mikel Oyarzabal, cette version de Mikel Oyarzabal est extrêmement pertinente. Sa connexion, sa complémentarité avec Lamine Yamal est excellente. Ici, il est trouvé dans le cœur du jeu, dans l'interligne. Il va frapper de loin. Bel arrêt d'Alowaïs. Ici, corner. Il est à l'origine avec cette tête au premier poteau pour prolonger vers le point de pénalty. Le ballon va lui revenir et il va conclure. Ça fait 2-0. Mikel Oyarzabal est dans beaucoup de très bons coups de ce début de match et il va continuer. Ici, centre, remise de Cucurella vers Dani Olmo. Dani Olmo, qu'est-ce qu'il va faire? Tête vers le second poteau, vers qui? Vers Mikel Oyarzabal, qui est encore bien placé pour conclure. Vous allez me dire, ouais, c'est des tapines, il est dans les 6 mètres, le gardien n'est pas positionné à chaque fois. Sauf que c'est lui qui est là, c'est lui qui est tout seul au second poteau, c'est lui qui est bien placé. Un tapine ne tombe jamais du ciel, je le répète à chaque fois. Et Mikel Oyarzabal, sur ces 2 buts-là, en est la preuve. Il conclut parfaitement. En plus, la reprise n'est pas si simple, il faut un petit peu se contorsionner. Et Mikel Oyarzabal peut envoyer des bisous. Il est au rendez-vous. Cette fois-ci, souvenez-vous, il y a 5-6 jours, face au Cap-Vert, 0 ballon touché sur les 30 premières minutes. C'est le premier joueur en 60 ans depuis qu'Opta analyse la compétition. C'est le premier joueur qui ne touche pas un seul ballon sur les 30 premières minutes de jeu. Aujourd'hui, en 45 minutes, c'est doublé, passe D. Je sais plus combien de ballons touchés. Beaucoup. Hein. Quand je dis je sais plus, c'est qu'il y en a beaucoup. 9 ballons touchés dans la surface. Le joueur qui tire le plus en ayant joué seulement 45 minutes. La première mi-temps d'Oyarzabal compense parfaitement son match et surtout sa première demi-heure absolument néantique qu'il avait proposé face au Cap-Vert. Et là, on a retrouvé le Mikel Oyarzabal version sélection. Le meilleur 9 de sélection, peut-être. Si tu prends en compte que le football de sélection, depuis 2 ans, c'est peut-être lui le meilleur joueur de sélection à ce poste-là. Et Mikel Oyarzabal l'a bien prouvé aujourd'hui face à l'Arabie Saoudite. Et l'Espagne, va continuer de dérouler. C'est un monologue, un récital. Regardez les stats de XG. Tac. Hop, ça rame un petit peu. On était à la demi-heure de jeu. 1,76 pour l'Espagne à 0,00 pour l'Arabie Saoudite. La première situation de frappe, la première frappe de l'Arabie Saoudite, elle est là, 70 mètres. Et ouais, c'est un aveu d'impuissance, cette frappe. C'est pas une frappe. Elle est comptée comme une frappe. Parce que, en vrai, si tu comptes pas ça comme une frappe, l'Arabie Saoudite est à 0 pendant une bonne partie du match. Mais l'Arabie Saoudite, c'est néantique avec le ballon parce que l'Espagne joue très bien, aussi son ballon, récupère très vite, met en place son football de club étouffant, sans aller dans les proportions du PSG, Luis Enrique ou quoi, mais cette équipe qui est ultra à l'aise avec le ballon dans les petits espaces et qui est aussi très moderne dans son approche sans ballon, dans sa capacité à récupérer haut, à récupérer vite, à étouffer absolument l'adversaire, à avoir 70% de possession minimum tout en étant dangereux, sans être stérile. Bref, une équipe moderne comme on en fait très peu parmi le foot de sélection. Et l'Arabie Saoudite, qui est en plus vraiment limitée avec ballon, Donis sur le banc, pas l'entraîneur le plus protagoniste, le plus proactif. Et ça se voit encore plus face à l'Espagne, où l'Arabie Saoudite n'a fait que subir, où l'Arabie Saoudite était déjà 3 buts derrière au bout de même pas 30 minutes de jeu. Et l'Arabie Saoudite n'a pas su exister, très limité à la ressortie du ballon. Et cette situation, on a un petit peu la preuve. L'Espagne, sur cette situation, presse même pas forcément. Il n'y a que Baena qui se déplace dans la surface. Sauf que l'Arabie Saoudite, techniquement et tactiquement, est en panique totale quand il faut reconstruire depuis l'arrière. Et là, Alowaïs va dégager. Et ce sera presque une passe D pour Mikel Oyarzabal qui va intercepter, qui va enchaîner. Lob sur le poteau. L'angle est très compliqué. Si celle-là, il la met plus pied gauche, c'est phénoménal. Et l'Espagne est très au-dessus et le duo Yamal-Oyarzabal fait extrêmement de dégâts. Et parce qu'aussi, Yamal a cette liberté positionnelle avec le rôle d'un Pedro Porro qui prend souvent le couloir pour aussi impacter dans l'intérieur du jeu. Et c'est toujours la très grosse force de cette Espagne, le jeu intérieur, la capacité à combiner dans les petits espaces, à surcharger l'intérieur pour avoir du jeu relationnel ou pour avoir des situations de frappe lointaine. Rodri est souvent dans ces situations-là. Tu peux aussi avoir un Lamine Yamal qui se réaxe comme ici, qui frappe de loin. Très belle parade d'Alowaïs. Ici, toujours ce jeu intérieur, cette capacité en une ou deux touches à percer un bloc qui est pourtant là. Tu es sur un 5-4-1 bien dense avec 2 lignes, une ligne de 5, une ligne de 4
qui doit normalement te fermer le jeu intérieur, sauf que l'Espagne est techniquement et tactiquement très 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 supérieure. Ici, Rodri est touché, en 2 touches, ça va aller toucher Baena un petit cran plus haut. Baena, qui d'une sorte de Madjer talonnade, va lancer dans la profondeur, je crois que c'est Mikel Oyarzabal, et la frappe croisée de Mikel Oyarzabal sera un peu trop croisée, mais c'est fou qu'il y a très très peu de sélections où je me dis, bah là, dans 10 secondes et dans 3 passes, il y a une situation de frappe très dangereuse. Et l'Espagne, par sa qualité technique, sa qualité tactique, est en capacité de faire ça. En 3 passes, de percer totalement un bloc qui défend pas le mieux possible, évidemment. Mais par exemple, ce petit déplacement de Baena a ouvert l'espace pour Mikel Oyarzabal qui peut l'attaquer. C'est extrêmement bien coordonné, extrêmement bien organisé. Et ouais, c'est l'Espagne. L'Espagne de Luis de la Fuente, j'ai envie de dire tout simplement. Et ça va continuer en deuxième période. 49e minute, corner. Second poteau, Cucurella reprend avec un petit peu de réussite. Ballon repoussé par Loïs. Puis, sur le genou, sur l'arrière de la cuisse, Dalton Bakti. Et ça va finir au fond. Ça fait 4-0. L'Espagne est bien au-dessus, même en ayant sorti Yamal et Oyarzabal dès la pause. C'est le luxe de Luis de la Fuente. On sort les meilleurs joueurs à la mi-temps. On les préserve pour la suite de la compétition. Et là, Yamal, sur les 2 premières journées, alors il était diminué sur la première notamment, mais a joué 60 minutes. Il y a très très peu de stars de ce mondial qui ont aussi peu joué sur ce début de mondial. Et je pense que ça peut compter pour la suite. C'est Jérémy Pino et Ferran Torres qui sont rentrés. L'Espagne ne va pas enfoncer le clou, il y aura toujours des situations, mais l'Espagne va totalement maîtriser l'Arabie Saoudite, ne sera pas du tout inquiétée, notamment par cette qualité de possession, cette qualité de ressortie de balle. L'Arabie Saoudite, après le 3-0, a essayé d'aller chercher un petit peu plus haut, de mettre en place un bloc médian haut sur certaines séquences pour mettre en danger l'Espagne, parce que l'Espagne est tellement bien organisée. Je vous ai ressorti le schéma type, mais ouais, ce 2-3-2-3, les 2 centraux, Rodri juste ici avec les 2 latéraux, les 2 8 que sont Olmo et Pedri, et la ligne offensive avec Yamal, Oyarzabal et de l'autre côté Alex Baena. Le 2-3-2-3 de l'Espagne, et vu la qualité technique et la qualité aussi des déplacements de tous ces joueurs-là, est ultra compliqué à presser. L'Arabie Saoudite, dans son 4-4-2 ici, on a fait les frais, on a fait l'expérience. Ultra compliqué de récupérer le ballon cette Espagne. Surtout qu'en plus, il y a quelques ajustements qui sont possibles. Ici, un 2-1-4-3, on pourrait même dire un 3-1-4-3 si on inclut Unai Simon, avec toujours Rodri juste devant la base à 2 ou à 3, mais cette fois-ci les latéraux qui sont capables d'avoir des positions plus intérieures, de fixer le bloc, de le faire reculer et de se mettre au niveau de Olmo et Pedri. Ouais. Cette Espagne est très mouvante en plus dans son animation, capable de permuter, de surcharger une zone, d'avoir du jeu relationnel, tout en ayant aussi comme ici du jeu positionnel. C'est ultra complet avec le ballon, c'est pas aujourd'hui qu'on l'apprend, mais on avait vu quelques limites face au Cap-Vert, sans les Yamal, sans les Nico Williams, avec des ailiers qui sont pas de vrais ailiers, avec un rôle de Pedri aussi imparfait. Et là on a retrouvé l'Espagne qu'on connaît. L'Espagne est parfaite, l'Espagne injouable, l'Espagne roule au compresseur, et l'Espagne vainqueur tout simplement. 4-0, net et sans bavure de l'Arabie Saoudite. Ça aurait pu faire plus si l'Espagne n'avait pas géré, si l'Espagne n'avait pas remplacé ses meilleurs joueurs. Et ouais, il y avait un monde d'écart, plus qu'un monde d'écart entre l'Espagne et l'Arabie Saoudite aujourd'hui. L'Espagne, j'enregistre avant le match entre l'Uruguay et le Cap-Vert. Les premières de son groupe devraient rester normalement après cette J2, sauf si dinguerie entre l'Uruguay et le Cap-Vert. L'Espagne a pris une grosse option sur sa qualif. Le tout, ça sera d'aller confirmer la première place face à l'Uruguay sur la J3. Mais que ça fasse tourner ou pas, je pense que l'Espagne est très loin devant dans ce groupe. Le Cap-Vert, on avait un petit peu parlé, mais c'est beaucoup plus circonstanciel, lié à l'absence de Yamal, à certaines erreurs, certains mauvais choix de Luis de la Fuente. Une vraie inquiétude. On a retrouvé le vrai niveau de l'Espagne. Le niveau de l'Espagne qu'on aura sur cette compétition, ce sera évidemment celui face à l'Arabie Saoudite, pas du tout celui face au Cap-Vert. Et ouais, Lamine Yamal y est pour beaucoup, évidemment. Autre match dont il faut parler ce soir, avec aussi beaucoup de choses à dire, le Belgique-Iran. Malgré le 0-0, beaucoup de choses à dire sur ce match. Et la clé de ce match, c'est la Belgique et les individualités de la Belgique. Les individualités belges, la Belgique plombée par ses individualités. Là aussi, on va parler d'individualité de 11, parce que ça conditionne beaucoup du rendu de ce qu'a proposé la Belgique. La J1 pour l'Espagne, Lamine Yamal était absent, on a vu les dégâts. La J2, Jérémy Doku
était absent, on a vu les dégâts. On a vu l'importance et la dépendance que pouvait avoir une équipe à son meilleur joueur avec l'Espagne face au Cap-Vert. On l'a vu avec la Belgique face à l'Iran. Et surtout, comment Rudy Garcia a choisi de remplacer Jérémy Doku par Leandro Trossard et par Selmakers, avec aussi un axe offensif Lukaku, De Bruyne, avec Moreira, avec Fernandez Pardo qui sont sur le banc, avec Mika Roth, pensez à mon petit Mika de l'Ajax qui est resté à la maison. Et là, on est beaucoup plus sur des ailiers, j'ai pas envie de dire positionnels, je pense pas que ce soit le mot, mais qui en tout cas manquent de capacité d'élimination, de déstabilisation, d'accélération, des profils que sont Diego Moreira et Mathias Fernandez Pardo. Et la Belgique l'a payé très très cher. Ce manque de profil de déstabilisation comme un Jérémy Doku, la Belgique ne l'avait pas face à l'Iran. Et c'est bien dommage parce que collectivement, la Belgique n'a pas du tout été infamante, je trouve. Alors évidemment, il y a plein de choses à parfaire, mais je trouve que c'est beaucoup plus les individualités et l'absence d'individualité que l'animation collective qui rend le rendu offensif de la Belgique défaillant. On a vu pas mal de petites choses intéressantes, ces permutations entre De Bruyne et Trossard, entre Selmakers et Tielemans pour déstabiliser le 5-4-1 iranien ont été plutôt intéressantes. Tu t'es créé quelques positions de frappe plutôt intéressantes. Ici aussi, la projection de Nathan Ngoy dans le cœur du jeu. Ici, sur la même situation, Thomas Meunier qui se retrouve en plein cœur du jeu, dans un espace libre, parce que son déplacement a empêché son vis-à-vis de le suivre. Et ouais, il y avait quelques dézonages, quelques décrochages, des dépassements de fonction intéressants, des courses et des mouvements plutôt pertinents pour essayer de déstabiliser ce bloc iranien. Ici, grosse surcharge du jeu intérieur pour essayer de combiner, sauf que la Belgique n'est pas l'Espagne, et cette situation, Lukaku n'est pas Mikel Oyarzabal, les joueurs qui l'entourent ne sont pas les Pedri, Lamine Yamal, il n'y a pas la même qualité technique pour aller au bout, mais dans l'idée, c'est pas déconnant de surcharger à ce point-là l'intérieur, parce que si là tu perces dans la surface, tu as un possible 4 contre 4, voire une possible supériorité numérique. Donc il y avait des idées dans cette Belgique, là aussi Tielemans qui se retrouve à la place de Leandro Trossard, Alexis Selmakers qui se retrouve même dans la moitié gauche du terrain, on continue de surcharger ce côté gauche pour avoir du jeu combiné dans les petits espaces. Encore une fois, la Belgique, collectivement, n'est pas déconnant. C'était pas catastrophique avec le ballon. Mais face à ce 5-4-1 iranien, il te faut autre chose que de bons mouvements. Parce que le 5-4-1 iranien était plutôt très bien organisé, bloc bas, assurément, qui laisse énormément de possession à la Belgique et qui est lui aussi capable de surcharger autour du porteur de balle. Là, Trossard est dans une poche d'espace en plein milieu de 6 Iraniens. Il va perdre le ballon sur cette situation parce que l'Iran a la capacité à véritablement entourer le porteur sans pour autant ouvrir de gros espaces ailleurs. Le bloc iranien était très dense dans la largeur, très compact et très difficile à contourner, à percer pour la Belgique sans un Lamine Yamal, sans un joueur de génie. Et on l'a ressenti, cette absence de joueur supérieur, le joueur qui est Jérémy Doku, son absence a pesé très cher, a pesé très lourd pour la Belgique qui, vous le voyez, là, c'est le stade de la première mi-temps, c'est un monologue. C'est un monologue. Hormis ce petit pic dont on va parler, le momentum est largement à l'avantage de la Belgique. 81% de possession. Et pourtant, avec 81% de possession, tu te crées même pas un XG. Tu touches 22 fois le ballon dans la surface, tu as même pas un XG. C'est des stats assez paradoxales et ça montre l'incapacité, malgré l'occupation territoriale de la Belgique, à se créer des positions de frappe avantageuses, à se mettre véritablement en position de frappe parce qu'il a manqué ce joueur capable de faire la différence en 1 contre 1, d'accélérer, de changer de rythme, de percer à lui seul le bloc iranien. Et ouais, ça a été un vrai problème individuel, je pense, cette stérilité offensive belge, même s'il y a eu des positions de frappe, des occasions intéressantes, on va en parler, mais il te manque ce joueur supérieur offensivement dans le 1 contre 1 pour faire la différence. Et de l'autre côté, l'Iran aurait pu jouer un encore plus vilain coup à la Belgique. Ici, ce coup franc à la Wout Weghorst 2022 face à l'Argentine, sauf que c'est Mehdi Taremi dans le rôle de Wout Weghorst. Il est juste là, il va récupérer ce ballon et il va frapper. Il va même marquer. Sauf qu'il y a un petit léger hors-jeu, vous le voyez ici, le postérieur de Mehdi Taremi, un petit peu trop gros, un petit peu trop en arrière. Il va être signalé hors-jeu, mais extrêmement bien joué de la part de l'Iran. Combinaison exceptionnelle avec ce petit bloc ici pour ouvrir l'espace à Mehdi Taremi. Ici aussi, on va parler du gardien iranien,
Mais Courtois est aussi un grand bonhomme de cette rencontre. Frappe de Militaremi, très gros arrêt de Thibaut Courtois, mise au sol très rapide. Ici, l'Iran très dangereuse sur les phases arrêtées. Touche longue, je crois que c'est Yann Bakch, si je ne me trompe pas. Militaremi reprend. Gros arrêt réflexe de Thibaut Courtois. Et ouais, c'est une vraie bataille de gardiens. Il y en a quand même un qui a encore plus marqué les esprits. C'est ce monsieur Beiran Van, j'espère que je le prononce bien, qui a fait un match all-time. C'est le match de sa vie, je pense. Ici, Tillman, c'est là. Frappe lourde au premier poteau, très bon arrêt, bonne zone de repousse en plus. Ici, je crois que c'est l'arrêt de la compétition et je pense que ça le restera. Ça va être compliqué de faire mieux. Je ne suis pas allé voir les XG, mais je pense qu'ici on est sur un 0,97, 98 XG pour De Kuiper. Et Van est à l'arrêt. Il y a un intervalle ultra ouvert pour De Kuiper. Et l'arrêt, ceux qui ont vu l'image, ceux qui ont vu la vidéo, la main ferme. Je crois que Neuer sur Ronaldo, c'est moins ferme que ça. C'est du béton armé. Ça fait. Ouais, ça ne bouge pas. Le ballon ne bouge pas. Il tape la main de Beiran Van. La main bouge un petit peu. Le ballon reste fixe, rebondit sur le sol. Quelle main ferme, quel arrêt de Beiran Van en étant au sol, avec cette main ultra ferme. Et il va enchaîner. Ça ne sera pas fini. Entre-temps, la Belgique va se faire extrêmement peur avec Nathan Ngoy. Cette situation un petit peu anodine, où il y a la pression de Militaremi, ok, mais où Nathan Ngoy a largement le temps de trouver un partenaire. Sauf que Nathan Ngoy va toucher un tout petit peu du bout du crampon droit le ballon, ce qui va lui empêcher de bien ajuster sa passe pied gauche. Et ouais, Taremi part au but. Et là, débat intéressant. Je suis curieux d'avoir vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes Nathan Ngoy ? Est-ce que vous laissez filer Mehdi Taremi au but sans faire de faute, sachant que 1, Taremi n'est pas le 9 le plus rapide du monde, qu'en plus 2, Nathan Ngoy est plutôt un défenseur vraiment rapide, donc en plus la capacité de revenir, et au pire, même si tu peux pas le rattraper, tu peux le gêner, tu peux aussi faire confiance à Thibaut Courtois dans son 1 contre 1, même si tu prends le but, il y a encore 25 minutes pour revenir, c'est pas comme si tu jouais la 90e. Ouais, j'ai trouvé le choix de Nathan Ngoy très, très mauvais, et en même temps, je me dis, ouais, il y a une fraction de seconde pour réfléchir. Tu peux aussi comprendre le choix. Dans l'action, dans le feu de l'action, tu peux aussi comprendre qu'il se sacrifie pour la patrie. Les grossières erreurs de Nathan Ngoy. Et ouais, j'ai eu la chance de voir tous ces matchs au stade à domicile cette saison avec le LOSC. C'est pour moi l'un des futurs meilleurs défenseurs du monde. Je pense que dans 3-4 ans, on en parle dans un top 20, top 15, peut-être top 10. Et c'est en plus un défenseur très complet. Je lui vois très peu de points faibles, sauf ces moments de déconnexion, ce manque de concentration, cette suffisance sur certains moment du match où il y a peut-être pas assez de pression pour lui pour qu'il reste concentré. Et bon, il a que 23 ans, entre guillemets, même si c'est déjà 23 ans, il a que 23 ans. C'est encore très très jeune, il a encore évidemment le temps d'apprendre. Mais ouais, ces moments de déconnexion, c'est pas la première fois pour Nathan Ngoy. Et là, dans ce match-là, ce match bourbier en Coupe du Monde, alors que ton équipe n'a pas gagné déjà son premier match, un cauchemar absolu pour Nathan Ngoy qui quitte donc ses coéquipiers à 25 minutes de la fin. Et la Belgique est en vrai danger à ce moment-là. 10 contre 11, avec un seul point dans la besace. L'Iran peut aller faire le hold-up. En plus, continue de se montrer dangereux ici. Récupération haute, frappe très lourde. Et encore un bel arrêt de Thibaut Courtois, qui a, je pense, été une nouvelle fois le meilleur Belge sur ce match-là. Mais bon, notre ami de l'autre côté, Beiran Van ne va pas non plus s'arrêter. Va continuer les exploits. Et la Belgique, malgré le carton rouge, va continuer d'être l'équipe la plus dangereuse. Ici, gros arrêt. En plus, sur des appuis inversés, il se déplace vers la droite et il doit plonger vers la gauche. Il le réussit, mise au sol très rapide. Et il remporte son duel. Ici, tu gères la profondeur face à Fernandez Pardo, qui est la mobilette absolue, le dragster, et la sérénité qu'il a pour sortir de sa surface, contrôle poitrine et gestion de la profondeur parfaite de Beiran Van. Et jusqu'à la fin, même quand il n'est pas sur le terrain, l'Iran va résister. Dernière situation de frappe, enroulé de Luke Bacchio, qui passe pas loin du poteau. Mais Beiran Van est encore dessus. Il est encore bien placé, là, juste devant son poteau. Et la Belgique va être accrochée par l'Iran. La Belgique nous pond un nouveau match nul. La Belgique sans Jérémy Doku nous affiche toutes ses limites. Et l'Iran continue de faire plutôt bonne impression parce que j'avais pas pu débriefer juste après le Iran-Nouvelle-Zélande, mais je pense que je l'aurais fait parce que c'était l'un des meilleurs matchs de ce début de Coupe du Monde. Et l'Iran m'avait fait aussi bonne impression comme la Nouvelle-Zélande.
encore une fois, dans sa filière de résistance et d'équipe dangereuse à chaque fois qu'elle arrive dans le camp adverse, qui est capable on l'a vu, de repartir avec un but de ce match-là. Sans un grand Thibaut Courtois, l'Iran peut aller gagner ce match aussi. Alors, vous me direz pas pareil pour Beiranvand, mais c'est pas une équipe qui fout le bus et ne propose rien offensivement, l'Iran. Même si ça a foutu le bus, que ça a été un bloc très bas, qui a laissé énormément de possession à la Belgique, l'Iran aurait pu remporter ce match parce qu'il y a des qualités en transition rapide et aussi des défauts en transition défensive pour la Belgique qu'on a encore vu sur ce match. La Belgique qui déçoit, la Belgique qui est provisoirement deuxième, provisoirement derrière l'Iran et qui pourrait même être ce soir-là, cette nuit, dernière de son groupe, provisoirement. Il y a un monde où si la Nouvelle-Zélande font un partout, la Nouvelle-Zélande et l'Égypte font un partout, et ben, en termes de nombre de buts marqués, la Belgique est dernière de son groupe. Alors ça voudrait un peu tout rien dire parce que tout le monde est à 2 points, mais j'imaginais pas la Belgique possiblement dernière de son groupe après 2 journées, avant la 3e journée. Et ouais, la Belgique est en danger. On verra ce que ça donne la Nouvelle-Zélande face à l'Égypte. J'avais adoré la Nouvelle-Zélande face à l'Iran, équipe exceptionnelle dans son animation offensive. Et ce ne sera pas le match cadeau que certains pouvaient nous promettre, dont moi j'attendais une 3e journée très tranquille pour les Belges. Ce ne sera pas un cadeau, la Nouvelle-Zélande sur la J3, surtout vu la situation comptable pour la Belgique. Et justement, c'est ma grande question, je vous laisse me répondre dans les commentaires. Doku, Rudy ou Ngoy, à qui la faute? Pour vous, quel est le premier élément, le premier responsable, le premier élément responsable de ce faux pas belge? Est-ce que c'est l'absence de Doku? Évidemment pas lui qui est responsable. Est-ce que c'est Rudy dans ses choix d'hommes, ses choix d'ailier notamment, ou est-ce que c'est Ngoy, ce carton rouge? Est-ce que la Belgique, peut-être en 11 contre 11, va chercher la victoire sur la fin du match? L'absence de Doku, les choix de Rudy Garcia ou le rouge de Nathan Ngoy, pour vous, quel est le premier élément perturbateur, le premier élément responsable de ce nul pour la Belgique? Je vous laisse me répondre dans les commentaires, comme d'habitude, je réponds à tout. Et faisons un petit point sur le Man of the Day, parce qu'hier, on s'était quitté sur, qui est notre Man of the Day entre Denis Undav, entre Félix Nmecha, entre Christina Oulay. On avait aussi les Néerlandais Somerville et Brobbey. Sauf que dans la nuit, il y a un petit bonhomme qui a marqué l'histoire, qui a fait une dinguerie absolue. Eloy Room, c'est le Man of the Day indiscutable pour ce 20 juin. Je l'ai évidemment ajouté au tableau. Mais qui est jusqu'ici notre Man of the Day, sous réserve qu'il n'y ait pas de nouvelles dingueries cette nuit? Je pense que ça se joue entre 2 bonhommes, Lamine Yamal et Beiranvand. Je laisse me répondre dans le chat, dans les commentaires, pardon. Ça dépend ce qu'on préfère dans les 2 perfs, chez les 2 hommes. Est-ce que c'est l'homme d'un match nul, l'homme d'un match de résistance et des arrêts exceptionnels? Sans Beiranvand, l'Iran va pas gagner ce point du nul. Ou alors est-ce que c'est l'homme qui nous fait lever notre canapé, qui montre qu'il est le patron d'un prétendant au titre, du champion d'Europe à seulement 18 ans? Mais je vous laisse me répondre dans les commentaires. Comme d'habitude, quand il y a un petit doute, une petite hésitation, c'est vous qui décidez dans les commentaires. Et juste quelques minutes rapides pour terminer cette vidéo, pour parler des petits matchs qu'on a eu hier. 2 matchs avec beaucoup d'enseignements. Équateur-Curaçao 0-0, Tunisie-Japon, victoire 4-0 du Japon. Il y a plein de choses à dire. Commençons déjà par ce petit Équateur-Curaçao que je vous affiche ici. 0-0, vous avez sûrement vu les stats. 75% de possession pour l'Équateur, 2,84 XG à 0,50 pour Curaçao. Comment analyser ce match autrement que Eloy Room, qui a fait un match historique, un match légendaire, qui a égalé le record de Tim Howard du nombre d'arrêts sur un match de Coupe du Monde. 15 arrêts, 2,27 buts évités. Il avait fait un premier match catastrophique face à l'Allemagne, pas du tout impactant. Là, le tonton de 37 ans a rejoint la confrérie des vieux pères des buts qui nous font un début de mondial exceptionnel avec les Vosini, avec Beiranvand qui a 33 ans, et avec tant d'autres, avec Alouaïs, du côté de l'Arabie Saoudite qui a aussi eu 34 de mémoire. Et ouais, c'est le mondial des gardiens. Beiranvand et Eloy l'ont prouvé encore une fois aujourd'hui. Et ouais, bravo Curaçao, magnifique histoire. Ce petit pays, le plus petit pays à avoir jamais participé à une Coupe du Monde, qui va chercher son premier point aux Coupes du Monde. Bravo Dika Advocat, lui qui a vécu une année très particulière avec la maladie de sa fille, qui s'était retiré de ce mondial avant de revenir finalement au dernier moment, et qui va chercher ce point pour Curaçao à 74 ans, si je ne me trompe pas. De l'autre côté,
pas bravo, Sébastien BKCC. Je l'ai tweeté, mais j'avais du mal à comprendre la hype autour de l'Équateur avant le mondial. Ok, défense ultra solide, mais le foot reste un sport à but. Et avec autant de lacunes offensives, collectives et individuelles, très compliqué de faire de l'Équateur une équipe surprise. Il y a beaucoup de petits outsiders, de petites équipes hype qui sont bien plus complètes. Et l'Équateur a encore prouvé qu'offensivement, ça manquait de qualité individuelle. Sur la première mi-temps, grosse difficulté à se mettre en position de frappe, plus tu concèdes aussi des transitions rapides. Et sur la deuxième période, beaucoup de positions de frappe, mais cette fois un gros manque d'efficacité offensive. Et si devant il y a un top 9, un top attaquant, l'Équateur repart de ce match avec la victoire assurément. Match d'Ener Valencia, la légende, fait mal au cœur. Tu vois que ouais, il fait ses 36 piges devant, très inefficace. Il a combien de tiers? Il a 1,50 XG. Il encadre seulement 1,13 et il met pas un seul but. Match compliqué pour Ener Valencia. Et ouais, ça montre toutes les limites de cette équipe d'Équateur qui est dos au mur, qui va devoir aller se farcir l'Allemagne sur la J3. L'Allemagne est assurée de finir première, donc peut-être que ça va faire tourner. Mais la Côte d'Ivoire va affronter Curaçao. Il y a quand même, malgré cet Équateur Curaçao, de grandes chances que la Côte d'Ivoire remporte ce match. L'Équateur va devoir jouer une J3 face à l'Allemagne en espérant l'emporter parce qu'un nul suffira très certainement pas. Avec 2 points, ça va être compliqué de passer. Vraie déception de l'Équateur. Autant j'attendais pas l'Équateur surprise comme beaucoup. Je voyais de vraies limites dans cette équipe. Autant je m'attendais à ce que l'Équateur prenne minimum 3 points dans ce groupe, puisse au moins sortir par les meilleurs troisièmes. Et ouais, c'est toutes les limites de cette équipe équatorienne qui ont ressurgi, notamment offensivement face à cette équipe de Curaçao. Mais ouais, on parle de l'Équateur, mais bravo aussi à Curaçao, qui était héroïque, qui a fait un match immense, et bravo aussi, surtout, Eloy Roux. Et enfin, parlons de ce Tunisie-Japon, 4-0 Japon. L'électrochoc Hervé Renard n'a pas eu lieu. Je nageais dans un flou total avant ce match, parce qu'aucune idée du visage de la Tunisie. Est-ce que le sorcier Hervé Renard avait sorti sa chemise blanche pour nous refaire un nouvel exploit? Est-ce que Hervé Renard aurait été le nouvel Emers Faé de la Tunisie? Ça n'a pas été le cas. Hervé Renard s'est inscrit dans la continuité du précédent sélectionneur Sabri Lamouchi, et Hervé Renard n'a pas réussi à redresser la barre. 0-4 Tunisie. Ouais, tu peux mettre qui tu veux, je pense, sur ce banc. Le mal est trop profond, trop structurel. Et il y a beaucoup de choses à changer dans cette sélection, dans cette fédération tunisienne. On va pas faire la liste, il faudrait une vidéo à part entière. Mais bon, la Tunisie est l'équipe la plus faible de ce début de mondial. Même le Qatar, qui en a pris 6 face au Canada, avait réussi à accrocher la Suisse. Même la Nouvelle-Zélande, qu'on attendait très faible, nous montre un très très beau visage depuis le début de ce mondial. Même Curaçao a réussi à prendre un point face à l'Équateur. Même Haïti, dans les intentions, a été intéressant. C'est pas fait rouler dessus comme la Tunisie face à la Suède 5-1 et face au Japon 4-0. Il y a 2 matchs de Coupe du Monde, 9 buts encaissés. C'est un fiasco total, ce mondial tunisien. Et très curieux de voir les conséquences que ça va avoir quand on entend les déclarations d'Ali Abdi, etc. Ouais, pas forcément, je vais dire pas forcément étonné de la Tunisie. C'était une équipe que je mettais à 0 points. En revanche, je voyais pas un tel écart entre la Tunisie et les 3 autres. Se faire rouler dessus à ce point-là, c'est indigne d'une équipe qualifiée pour le mondial. Et ouais, force à vous, amis tunisiens, parce que vous souffrez en vrai ces dernières années. C'est très compliqué. Et il va falloir changer beaucoup de choses dans cette sélection tunisienne. Côté japonais, pas grand chose à dire. C'est beaucoup plus, je trouve, une défaite de la Tunisie qu'une victoire du Japon. Ayase Ueda, un match exceptionnel sur les standards de sa saison à Feyenoord. Puis bon, ces profils très techniques avec 5 offensifs, sans même parler du milieu aussi qui est vraiment assez offensif, se régale face à une équipe aussi défaillante défensivement. Ouais, il n'y a pas eu photo. Les profils techniques japonais ont très largement pris le dessus sur la Tunisie. Mais j'attends pas mal de voir le Japon face à la Suède sur la J3. J'ai beaucoup de mal à me positionner sur le mondial du Japon jusqu'ici. Je sais pas à quel point ils m'ont impressionné ou déçu face aux Pays-Bas. J'étais pas mal déçu de leur première mi-temps notamment. Mais j'étais ressorti de la deuxième période avec un sentiment plutôt positif pour mes amis japonais. Puis face à la Tunisie, je sais pas à quel point l'adversité tunisienne est très révélatrice quand tu as une équipe qui tire 2 fois au but, qui se crée 0,05 XG sur tout un match face à une équipe avec un 11 aussi offensif.
Pas sûr que la Tunisie soit très révélatrice. Donc ouais, j'attends avec impatience la Suède. Le Japon, c'était mon équipe surprise de ce mondial. Je les avais mis jusqu'en quart. Mais il va m'en falloir un peu plus pour me dire, ouais, ok, je suis convaincu. Le Japon est bien un potentiel quart de finaliste. Le Japon a bien le niveau de l'une des 8 meilleures équipes du monde. C'est pas encore le cas sur ce début de mondial, de ce qu'on a vu. Mais il va falloir aller prouver tout ça sur cette fin de compétition et notamment face à la Suède. Vous voyez, l'Uruguay-Cap-Vert a commencé au moment où j'enregistre. Le Cap-Vert est en train de mener face à l'Uruguay. Petite dinguerie. Je vais aller me rattraper tout ça et je vais regarder évidemment cette soirée. Cette nuit qui va être très intéressante. J'attends avec impatience le Nouvelle-Zélande-Égypte. La Nouvelle-Zélande, c'est ma petite équipe chouchoute. Depuis la J1, j'ai adoré face à l'Iran et l'opposition de style avec l'Égypte va être très intéressante. Évidemment, on va se rattraper cet Uruguay-Cap-Vert au moment où on va regarder cette vidéo. Le match est très certainement déjà fini et vous m'en direz des nouvelles aussi. Dans les commentaires, on pourra en parler, on en reparlera de toute façon demain quand on fera les débriefs de Argentine-Autriche. La journée de demain va être assez intéressante, on aura le temps d'en reparler. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Encore désolé pour le volume sonore, c'est peut-être un petit peu plus calme, un petit peu plus mou que d'habitude, mais on retrouvera bientôt les standards habituels. Vous avez votre petit débrief au calme pour la soirée, pour le réveil, dans un style assez différent. J'espère que ça vous plaît quand même, que vous focalisez sur ce que je raconte et pas comment je le raconte. Et nous on se retrouve dès demain, Argentine-Autriche, plus les matchs de la soirée, avant le France-Irak qui nous attendra. Sacrée journée demain, va falloir bien dormir pour être à la hauteur. Bonne soirée les amis, bonne nuit, bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Profitez bien, reposez-vous bien et nous on se retrouve tout à l'heure. Salut à tous.